Bonjour tout le monde, très content que vous soyez nombreux. La disposition de la salle est particulière, mais c'est très bien. Je pense qu'on est bon nombre pour rester en position U, c'est pas mal. Hein. Et puis ça nous fera moins de travail quand il faudra ranger toutes les tables. Gros avantages. Voilà, je vais commencer par une présentation très rapide de David Chemla, que beaucoup d'entre nous connaissent, mais néanmoins je vais le présenter. Et puis ensuite, il va faire un exposé de 3/4 d'heure à peu près. Et puis, il y aura un débat. On compte beaucoup sur les questions des uns et des autres. Bon, ça ne sera pas un cours magistral, mais il y aura des quantités de questions d'actualité, bien entendu. Tout le monde m'entend bien? Ça va bien? Alors, David Chemla, il est très souvent venu enrichir nos AG. Et on se disait qu'il était peut-être venu 10 fois. Hein, David, c'est ce que tu disais à peu près. Et on se sent vraiment de plein pied avec lui, ce qui est très agréable. Parce que ce n'est pas toujours le cas avec différents intervenants, ce n'est pas automatique. Là, vraiment, il nous est très familier. Et il est un des fondateurs de La Paix Maintenant. La Paix Maintenant, c'est un mouvement israélien qui a été créé, je crois, en 1977. Au moment où Anwar el-Sadat essayait de créer des relations, une ambassade qui sera créée d'ailleurs, avec Israël. Et ce mouvement de La Paix Maintenant poussait le Premier ministre à ce moment-là, Begin, qui était un peu récalcitrant, à aller dans le sens des propositions d'Anwar el-Sadat. Donc ça date de 1978, pardon, et c'est la paix maintenant, et ça reste la paix maintenant, voire demain, peut-être après-demain. Et puis, David est aussi le fondateur du mouvement juif européen pour une solution raisonnable au conflit israélo-palestinien. C'est l'organisation J-Call, lancée sur le modèle de l'organisation juive américaine J-Street, et qui a été lancée en 2010. Et qui a une dimension plus européenne. Alors, J-Call a organisé un colloque extrêmement intéressant récemment à Paris, à la mairie du 11e arrondissement. C'était le 7 décembre 2024. Et j'en parle parce qu'on peut vraiment le suivre par Internet très facilement sur le site J-Call et puis même sur, pas Facebook, mais l'autre YouTube, sans problème. Et l'enregistrement est excellent. On voit très bien les intervenants, les débats sont intéressants. Et le titre de ce colloque, c'était « Comment sortir de l'impasse ?» Et maintenant, comment sortir de l'impasse? Je crois que c'est une question qu'on se pose tous. Et étaient intervenus à ce colloque Gilles Kepel, Denis Charbit, la sociologue Eva Illouz, Raphaël Zaguri-Orly, que l'on va faire venir ici au mois de mai, Agui Tofran, qui s'occupe, qui fait partie d'une association qui s'appelle l'Observatoire de la colonisation israélienne. C'est La Paix Maintenant en Israël. Et c'est La Paix Maintenant qui fait ça en Israël. Et puis Yair Golan, dont nous parlera sans doute David, qui est un personnage qui prend de l'importance en Israël, dans la gauche israélienne. Voilà. Alors David Chemla ne revient pas comme je le pensais d'un séjour de 10 jours en janvier en Israël, mais il va partir. Et puis, il est à la confluence de beaucoup de réseaux, beaucoup de connaissances, et il est franco-israélien. Il a participé, il y a bien longtemps, à la guerre du Kippour en 1973. Je ne sais pas combien d'années tu as vécu en Israël exactement. 10 ans. Une dizaine d'années, voilà. Et il est toujours très bien informé. Nous allons profiter des informations qu'il va nous donner. Je lui laisse la parole. Merci Cécile, je suis toujours admiratif par votre ténacité dans votre engagement dans l'association de Peuple des États Pays de Loire, à vous intéresser à ce conflit qui se trouve à quelques mille kilomètres de la France et qui est tellement compliqué qu'il a désespéré plus d'un dans le monde depuis longtemps. Et vraiment bravo de votre engagement sur cette histoire-là compliquée. Alors, c'est toujours pour moi un plaisir d'être avec vous, d'essayer d'apporter quelques réflexions. Ce soir, je ne vais pas faire
discours magistral. J'ai pris quelques notes dans le train pour essayer de structurer un peu ce que je vais essayer de vous dire. J'étais venu l'an dernier, donc c'était je crois au mois d'avril, parce que j'ai relu mes notes, puisque vous aviez fait une transcription, je crois que c'était Yves Raphaël Zarka. Emmanuel Zarka avait fait la transcription de ce que j'avais dit, donc j'ai relu mes notes hier soir, et bon, je vais essayer de m'inscrire dans cette continuité. À l'époque, en avril, on était au milieu de cette guerre qui a commencé suite au massacre du 7 octobre. Aujourd'hui, on se trouve plus de 16 mois après cette date du 7 octobre. Alors, où en sommes-nous? Vers où tout ce qui se passe, comment comprendre tous ces processus? Alors, pour un peu structurer mon discours, je me suis dit qu'en fait, il y a trois dimensions, si vous voulez. Il y a une dimension locale, du conflit, Israël, Palestine, et ce qui se passe au sein de ces communautés, un pays d'un côté et des communautés de l'autre. Il y a une dimension régionale, c'est tout ce qui se passe autour, au Moyen-Orient, avec les pays avoisinants, et une dimension internationale. Et il y a des dynamiques propres à chacun de ces cercles qu'il faut comprendre. Parfois, ces dynamiques sont convergentes, parfois elles sont divergentes. C'est comme ça, je crois, quand on étudie quelques problèmes en géopolitique, il faut toujours essayer d'avoir le zoom et puis avoir aussi la vue un peu plus large pour comprendre comment les choses s'emboîtent et quels sont les intérêts qui sont derrière et les engagements qui sont derrière, les forces qui mènent ce qui se passe sur le terrain. Donc je vais essayer d'analyser ces trois niveaux et essayer d'en tirer quelques réflexions. Alors, j'ai pensé que le mieux d'abord, c'était de commencer par le niveau régional. Je parlerai d'abord du niveau régional, puis du niveau plus haut international, puis je terminerai par le niveau local. Donc, au niveau régional, d'abord, depuis avril dernier, il y a eu des bouleversements qui sont consécutifs d'abord à la guerre elle-même, au déroulement de cette guerre. La situation a totalement changé, on va y revenir précisément dans la région, suite, disons, au succès, entre parenthèses, entre guillemets, je mets bien des guillemets autour, au succès militaire de l'armée israélienne sur disons, les menaces extérieures. Alors, ces menaces extérieures, je parlerai des Palestiniens après. D'abord, parlons du Liban. Alors, le Liban, on peut dire que le Liban, depuis, je sais pas, une vingtaine d'années, était devenu un pays dépendant complètement d'une force politique qui s'y est installée, qui gérait le pays. En tout cas, rien ne pouvait s'y faire sur le plan de la politique, et militaire encore plus, sans l'accord du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est une force, est devenue une force militaire. On estime à plus de 100 000 miliciens en capacité, disons, de prendre des initiatives militaires, avec toute une infrastructure qui a été construite, élaborée pendant des dizaines d'années par les Iraniens. Donc le Hezbollah, très implanté dans le sud du Liban, avait construit tout un réseau de souterrains, avec un arsenal dispersé, dans les maisons des villages du sud du Liban, qui sont occupés majoritairement par une population chiite. Vous savez, le Liban est un pays multiconfessionnel, avec différentes communautés qui se sont largement battues les unes contre les autres pendant toute la guerre du Liban, dont on se souvient. Et le Hezbollah était implanté dans la partie essentiellement sud du Liban, dans des villages, et l'armée israélienne, au cours des combats qui se sont déroulés, a découvert plus d'une fois dans les caves et dans les sous-sols et même dans les rez-de-chaussée des maisons, des villages qu'on voyait de loin, où on pouvait voir les habitants et les enfants jouer dans les cours des immeubles. Ils ont découvert un arsenal, des lance-roquettes, tout un équipement militaire prêt à être utilisé. Donc, ce qui s'est passé sur ce front-là, en tout cas, la fameuse opération faite par ce qu'on appelle les beepers, vous savez, ces espèces
était l'ancêtre du téléphone portable, qui pouvait joindre les gens en envoyant des messages. Et le beeper avait l'avantage, à la différence des portables qui sont détectables par les satellites, etc. Le beeper permettait, et permet toujours des communications qui ne sont pas détectables. C'est pour ça que ce genre d'organisation militaire communiquait avec le beeper. Donc ça a été un coup de maître, entre guillemets, prévu, organisé, planifié par les Israéliens qui ont réussi. Ils savaient que les Hezbollah voulaient s'équiper de beeper, ont monté toute une opération, créer une société, fabriquer, etc., présente via toutes sortes de sociétés écrans pour que le marché soit gagné, entre guillemets, par ces sociétés. Et les beepers étaient équipés, vous savez, d'une bombe ou je ne sais pas quoi, enfin, qui a permis, quand ils ont déclenché cette opération, pratiquement une grande partie, disons, de l'encadrement de Hezbollah a été décimée. Décimés pas forcément morts, mais ils ont perdu soit la vue ou une main, etc. Donc ils n'étaient plus opérants. Et la conséquence de cette opération, c'est que Hezbollah a dû rapatrier beaucoup de ces cadres qui se trouvaient en Syrie, parce que le Hezbollah ne se contentait pas d'être au Liban, mais était aussi une force militaire associée au gouvernement, au pouvoir tenu par Bachar el-Assad, et assurer quelque part la continuité de ce pouvoir dans la guerre syrienne, enfin dans la guerre civile syrienne, qui a permis à Bachar de reprendre les rênes du pouvoir, de conserver les rênes du pouvoir, alors qu'il y a quelques années, son régime était en danger. Mais grâce à la pointe du Hezbollah et la pointe russe, on parlera de Russie après, Bachar a conservé son pouvoir, et avec les énormes massacres qu'il a fait au sein de cette population, on estime, je ne sais plus combien de centaines de milliers de morts de cette guerre syrienne. Mais le fait que le Hezbollah a rapatrié son encadrement de Syrie a fait que le régime de Bachar est tombé en quelques jours. Et ça, on aurait dit ça quelques semaines avant, on n'aurait pas imaginé que ce soit possible. C'était comme la chute du mur de Berlin 2 semaines avant, personne n'aurait peut-être pu le prévoir. Et tout ce système s'est écoulé comme un château de cartes. Et on assiste à cette révolution, révolution au sens propre du mot, c'est pas le changement de régime, on ne sait pas trop ce que ce régime va devenir, on voit, mais c'est quand même un élément très important de la configuration régionale et des menaces que pouvait exercer ce régime syrien par rapport au conflit avec Israël. Alors, il faut dire que la Syrie, depuis pratiquement la guerre de 1973 dont il parlait, n'a jamais eu un conflit direct avec Israël. Au cours des 2 guerres libanaises que Israël a menées au Liban en 2006 pour la dernière et la précédente dans les années 80, mémoire 81, 82 je crois, c'est ça. Il y a eu des confrontations parfois entre l'armée israélienne et syrienne, mais c'était vraiment localisé. Mais il y avait une espèce de, comment dire en anglais, un gentleman agreement, c'est-à-dire un accord pour ne pas maintenir la situation. Les Israéliens se confortaient de l'existence d'une dictature syrienne à ses frontières, parce que la dictature a un avantage, c'est qu'elle maintient le contrôle de ses populations, et si on a un accord comme ça, on permettait de maintenir les frontières calmes, entre guillemets. Mais bon, tout ça n'existe plus maintenant. Alors, que va devenir la Syrie, c'est une question que beaucoup se posent, mais le fait que et la Syrie, ce n'est pas n'importe quoi, c'est quand même un grand pays, et les Israéliens ont profité du chaos qui a suivi la chute de ce régime pour détruire toutes les infrastructures militaires de l'armée syrienne, au cas où elle tomberait entre les mains de ne sais trop quelle milice, etc. Donc on va, sur ce côté-là, un énorme changement. L'Égypte, il y a quelques mots d'Égypte, la paix avec l'Égypte se maintient suite à l'accord signé à l'époque par le président Sadat et Menachem Begin, qui était le premier ministre israélien. Un accord de paix existe et malgré toutes les guerres qui ont eu lieu depuis plus de 50 ans, cet accord de paix, certes froide, continue. Mais l'Égypte est un pays qui a surtout un gros problème avec sa population sur le plan économique. Il y a
toujours une crise économique lancinante, parce qu'il y a l'Égypte a une très forte démographie. Je crois qu'il y a 100 millions d'Égyptiens, si je ne me trompe pas, enfin, à vérifier sur quelconque site, vous vérifierez, mais c'est l'ordre d'idée que j'ai en tête. Et cette population, beaucoup de jeunes qui arrivent, et pas de travail, enfin, situation très dépendante. C'est pour ça que l'Égypte est le pays au monde, avec Israël sur notre plan, le plus soutenu par les Américains. Et même Trump, dont on parlera tout à l'heure, qui vient d'arriver au pouvoir, quand il a coupé les fonds à l'aide internationale, il a maintenu 2 pays pour maintenir l'aide internationale américaine à ces 2 pays, c'est l'Égypte et Israël. Donc pour montrer le poids stratégique de l'Égypte, parce qu'il faut soutenir son régime pour que cet accord continue à fonctionner. C'est pour ça que les déclarations dont on parlera peut-être tout à l'heure de Trump, quand il propose de déplacer la population de Gaza vers l'Égypte ou vers la Jordanie, c'est complètement irréaliste sur des tas de plans, mais surtout ça mettrait en danger complètement l'équilibre de ses propres régimes, parce que s'ils ne pourraient pas intégrer ces populations, ils ont déjà trop de problèmes avec leur propre population. Alors, la Jordanie, un mot rapide, c'est aussi un pays qui dépend de l'aide extérieure, qui est, évidemment, c'est une royauté, donc le roi actuel, le fils de Hussein, le petit-fils d'Abdallah, enfin c'est toute une lignée qui remonte à la Mecque, aux dynasties importantes musulmanes. Et surtout, la Jordanie est caractérisée par le fait que la moitié, ou plus de la moitié de la population est palestinienne. Donc c'est un équilibre très instable entre cette population palestinienne, qui est bien intégrée en général, qui gère le pays, etc., et les Bédouins. Donc deux sources de population, et cet équilibre aussi, il ne faut surtout pas trop le déstabiliser, parce que voilà. Donc ça c'est sur le plan régional. Alors côté palestinien, et puis je parlerai ensuite de l'Iran et du niveau plutôt international. Côté palestinien, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, parlons de Gaza. Gaza, le Hamas, c'est pas seulement une organisation militaire, c'est aussi une organisation sociale idéologique. Ils sont au pouvoir depuis une vingtaine d'années. Il y a eu des élections où ils ont remporté certaines élections après que les Israéliens aient quitté la bande de Gaza en 2005. Mais ils ont ensuite fait le ménage chez eux en éliminant la minorité du Fatah, qui n'avait certes pas gagné les élections, mais qui représentait un certain nombre, 30 à 40%, je ne sais pas, des voix. Quand il y a eu des élections, la seule fois qu'il y a eu des élections, en 2006, je crois de mémoire, ils les ont éliminés. Il y a eu une guerre intra-palestinienne, et ils ont carrément tué des dizaines de membres du Fatah en les balançant des immeubles, etc. Et voilà, donc ils maintiennent un contrôle total sur la bande de Gaza depuis cette époque-là. Et ils ont construit, vous le savez, on avait suffisamment d'images, également un réseau souterrain. Ils ont préparé donc, cette opération Tetso pendant des années. Ils ont construit un réseau souterrain qu'on estime maintenant à 800 km, plus, je crois que c'est 2 fois le métro de Londres, d'après ce que j'ai eu comme chiffre sous les yeux, avec différents niveaux, et on préparait cette opération du 7 octobre. Suite à cette guerre qui a suivi le massacre du 7 octobre, ils ont certes perdu beaucoup d'hommes. D'après la déclaration du chef d'état-major qui va quitter en mars ses fonctions en Israël, il y aurait eu près de 20 000 miliciens, entre guillemets, en Israël on les appelle les terroristes, ils appellent tout le monde des terroristes, mais enfin, bon, ce sont des soldats de Hamas qui ont été éliminés. 20 000 sur les 45 000 ou 46 000 selon les chiffres donnés par le ministère de la Santé palestinienne, victimes à Gaza depuis 16 mois. Bon, est-ce que c'est 20 000, 15 000 ? Enfin, c'est l'ordre d'idée qu'il faut avoir en tête. Et surtout, ce qui est plus important d'avoir en tête, parce qu'on estimait leur capacité militaire avant la guerre autour de 40 000 ou 30 000, donc près de la moitié aurait été donc décimée. Mais depuis, cette moitié a été reconstituée, parce que vu la situation de la population de Gaza, où il y a beaucoup de jeunes,
beaucoup de chômage, on croit qu'il y a une croissance de 80% de chômage depuis un an dans cette population, puis vu la destruction complète d'une grande partie des villes, il n'y a pas beaucoup de travail, donc il est facile de recruter, surtout qu'ils ont la capacité de payer des salaires à ces hommes. Alors, avant la guerre du 7 octobre, ils étaient payés par les fameuses valises qui arrivaient du Qatar, qui, pour maintenir soi-disant la bande de Gaza, arrivaient avec le soutien des Israéliens. C'est des 30 millions de mémoire, je crois que c'était combien 300 millions par an. Oui, 300 millions par an, facilement. Je crois que j'en tête 30 millions de dollars par mois, à peu près ça, qui arrivaient dans des valises et qui étaient donnés, transités par l'aéroport de Tel Aviv, arrivaient à Gaza, étaient donnés au Hamas théoriquement pour développer et soutenir leur structure, mais c'était surtout un investissement militaire. Et maintenant, il n'y a plus de valises, mais toute l'aide internationale qui arrive, même si elle n'est pas suffisante, qui arrive à Gaza, une grande partie est interceptée par le Hamas et revendue à la population gazaoue. Et ça leur donne encore une économie qui leur permet de payer des miliciens et d'embaucher. On estime qu'il y a près de 15 000 hommes qui ont été réembauchés. Et c'est pour ça les images que vous avez pu voir ces jours-ci, quand les otages ont été libérés, vous voyez des miliciens du Hamas avec des uniformes tout neufs, bien repassés et bien armés. Donc voilà, la situation sur ce plan-là, mais ils ont perdu quand même une grande partie de leur encadrement et c'est aussi à noter. Alors, la Cisjordanie, par contre, on assiste depuis un an, depuis octobre, aussi à c'est pas encore ce qu'on appelle une intifada, mais une guerre qui se passe en Cisjordanie contre des groupes du Hamas, affiliés plus ou moins, dans des camps de réfugiés, comme Jénine notamment, qui est un des centres idéologiques où il y a vraiment une importance. Et là, les Israéliens sont intervenus plusieurs fois, des bombardements aériens, même pour éviter qu'il y ait des victimes, parmi les soldats, donc c'est souvent l'utilisation de bombardements aériens, mais il y a eu, on estime, plusieurs centaines de tués à Gaza par la guerre et aussi par l'action des colons dont on parlera plus tout à l'heure, qui, eux, ne se gênent pas quand il y a des manifestants de tirer dans le tas. Donc, il y a eu plusieurs centaines de victimes palestiniennes, dont beaucoup de miliciens, mais aussi des victimes civiles. Mais en Cisjordanie, l'autorité palestinienne qui est théoriquement au pouvoir essaie de maintenir un semblant de contrôle. Elle a beaucoup de mal et il y a eu récemment des conflits entre l'autorité palestinienne et le Hamas en Cisjordanie, où l'autorité palestinienne a essayé militairement de reprendre le contrôle de ces endroits où ils n'avaient plus, et avec des tirs entre eux, des morts entre eux, parce que l'autorité palestinienne veut montrer, notamment aux Américains, mais pas qu'aux Américains, aux pays arabes avoisinants, qu'ils ont la capacité de gérer la situation à Gaza une fois que la guerre sera terminée. Parce que toute la question est, une fois qu'on arrivera à la fin de la guerre, qui va gérer cette région, de Gaza, avec plus de 2 millions de personnes qui s'y trouvent. Voilà, ça c'est un petit peu au niveau régional. Alors, je passe maintenant au niveau international, plus large, j'ouvre la focale, comme on dirait, et je vais dire quelques mots sur l'Iran d'abord. Alors, l'Iran, comme vous le savez, a été un des acteurs qui a, à travers ce qu'on appelle maintenant, un mot que les journalistes utilisent couramment, c'est un mot anglais, c'est les proxys, c'est-à-dire ces forces qu'ils contrôlent plus ou moins, mais qui sont plus ou moins indépendantes dans la région. Et c'est d'abord par l'envoi des armements, par l'envoi de l'argent, etc., utilise ces forces pour maintenir son contrôle par rapport à sa propre stratégie militaire. Et ces proxys, maintenant, se trouvent, pour la plupart, très affaiblis, si ce n'est décimés. Le Hezbollah, très affaibli, et c'est pour ça qu'il a pu y avoir d'ailleurs une élection récemment au Liban d'un nouveau président, pour la première fois, sans l'aval du Hezbollah. Jusqu'à présent,
disant tout ce qui se passe là-bas, il fallait avoir la main de Hezbollah. Ce qui concerne Gaza, le Hamas, qui a une relative indépendance malgré tout, parce qu'il paraît que le 7 octobre, ils ont pris, eux, l'initiative d'organiser l'attaque, sans en référer aux Iraniens, paraît-il, d'après ce que l'on sait, mais c'était des alliés, ne serait-ce que par les fonds qui arrivaient, et l'armement et les formations aussi que ont passé certains membres du Hamas en Iran. Donc les proxys et la Syrie, évidemment, le grand allié n'est plus là. Que va devenir le nouveau régime? C'est une question d'ailleurs qui intéresse beaucoup les Égyptiens, parce que les Égyptiens, surtout, on a passé là, le 25 janvier récemment, le 25 janvier 2011, c'était la première manifestation en Égypte contre le régime de Moubarak à l'époque. Et 14 ans plus tard, le 25 janvier 2025, il y a eu des manifestations en Égypte, commençait à y avoir des mouvements, parce et en regardant, est-ce que nous aussi on ne peut pas faire quelque chose comme ce qui se passe, ou va peut-être se passer en Syrie, pour avoir un peu plus de liberté d'expression, parce que l'Égypte reste quand même un régime militaire très contrôlé. Et les frères musulmans, qui sont les pères spirituels du Hamas, mouvement politique et idéologique, relèvent un peu de la tête en Égypte. Donc tout ça, il faut voir dans cette dynamique-là, ce qui se passe en Syrie, donc n'est pas anodin. Donc l'Iran est très affaibli, et puis militairement, ils ont tenté à 2 reprises de bombarder les Israéliens, et à 2 reprises, tout leur envoi de missiles ont été interceptés, et à la fois par l'armée israélienne, avec ses alliés, parce que c'est un point très important à noter, c'est que les armées, même jordaniennes, et les Saoudiens ont laissé passer les avions israéliens pour intercepter l'attaque iranienne, et les armées occidentales, américaines, françaises et britanniques aussi ont participé, je dirais, à la défense d'Israël lors de ces 2 bombardements qui ont eu lieu, l'un en avril, l'autre au 2e au cours de l'été, je ne me rappelle pas très bien du mois d'août, quelque part. Mais en réaction, les Israéliens ont bombardé en Iran, visiblement même que les Israéliens ne le connaissent pas, ont atteint des infrastructures essentielles qu'ils ont détruites. Néanmoins, la vraie menace, c'est la menace nucléaire. En 2015, de mémoire, il y avait eu un accord qui avait été signé par les Occidentaux, et la France avait joué un rôle capital là-dedans, avec les Iraniens, pour contrôler, disons, l'avancée de recherche nucléaire pour fabriquer une bombe par les Iraniens. Et cet accord a été ensuite dénoncé par Trump quand il est arrivé au pouvoir en 2016, sous l'injonction de Netanyahou à l'époque, déjà en 2018, qui était contre cet accord. Aujourd'hui, et Netanyahou l'avait fait contre l'avis de sa hiérarchie militaire, qui disait même si l'accord n'est pas très bon, il vaut mieux avoir cet accord pour contrôler ce qui se passe, plutôt que pas d'accord, parce que l'on ne sait pas ce qui se passe. Aujourd'hui, en 2025, on pense que l'Iran est très très près d'avoir effectivement une arme nucléaire, et ça fait partie donc de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et certains regrettent que l'accord n'ait pas été poursuivi, parce que ça aurait peut-être permis d'éviter la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors, ça c'est pour l'Iran. Alors, 2 mots sur la Russie et les États-Unis. La Russie a toujours été, surtout depuis Poutine, on va dire, très intéressée à avoir un contrôle sur ce qui se passe en Syrie. Parce que de tout temps, la Russie, même à l'époque des Tsars, a cherché des ouvertures sur les mers chaudes. Bon, maintenant, avec le réchauffement climatique, même les mers du Nord vont devenir chaudes. Et ça change d'ailleurs, pour cela que l'histoire du Groenland n'est pas neutre, ça change un petit peu les alliances et les stratégies des différents pays. Mais la Méditerranée était une mer essentielle pour les Russes. Ils n'ont pas d'accès à la Méditerranée. Ils l'ont certes par la mer rappelle-moi la mer Noire. La mer Noire. Mais aujourd'hui, ce sont les Turcs qui gèrent l'entrée ou la sortie de la mer Noire. Et les
Turcs ne laissent pas, dans le cadre de la guerre d'Ukraine, ne laissent pas les bateaux russes passer le détroit pour joindre la Méditerranée. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Ukrainiens ont réussi, bien qu'il n'y ait pas d'armes de marine, à pratiquement éliminer, disons, la capacité militaire de la marine russe, qui est, pour ce qui reste de fonctionnel, dans des ports en Russie, dans la mer Noire, mais ne sort plus tellement au milieu de la mer. Et ça, c'est important. Par contre, la Méditerranée, la Russie maintient des forces militaires en Méditerranée, et ces ports se trouvaient en Syrie. Ils se trouvent en Syrie. Le port de Tartous, c'est une base dont le nom échappe, quelque part en Syrie. Et le nouveau régime remet en question, semble-t-il, cette présence russe. On ne sait pas ce que ça va devenir. Ça a posé pas mal de problèmes aux Russes qui ont dû déménager en catastrophe, parce que déménager une base, c'est pas rien. C'est tout un équipement, c'est des bateaux, etc. Et surtout dans la stratégie russe de Poutine de prendre la place des Français, entre autres en Afrique, dans tous les pays africains desquels la France a été chassée, disons les mots tels qu'ils sont, et ne masquons pas la réalité, et en Sahel notamment, Mali, Burkina, etc., ont besoin pour ça d'avoir des accès à la Méditerranée, et ne plus avoir cet accès, ça pose problème à la stratégie russe vis-à-vis de l'Afrique, qui est un continent très important pour eux, pour des tas de raisons économiques, énergétiques, et matières premières et autres. Donc voilà, mais la Russie est en plus très prise par la guerre en Ukraine, comme tout le monde le sait, très malgré ses avancées sur le terrain qui se maintiennent, c'est pas la victoire éclatante, et on ne sait pas comment tout ça va évoluer. Donc la Russie ne joue plus tellement un rôle fondamental. Et maintenant, facteur essentiel, États-Unis, et après je reviendrai à parler d'Israël. États-Unis, alors qu'est-ce qu'on peut dire des États-Unis? Premièrement, la tendance américaine depuis pas mal d'années était de se désengager de la région. Ça a commencé même avant Obama. Obama, tout le monde se souvient de cet épisode malheureux quand le président Hollande voulait bombarder en Syrie, quand Bachar avait utilisé des armes chimiques contre sa propre population. Les avions français étaient déjà prêts à décoller, ou même avaient décollé, et Obama devait s'adjoindre enfin l'armée américaine devait s'adjoindre, Obama a fait marche arrière, donc les avions français sont revenus se poser dans les aéroports français, et le fait de ne pas avoir bombardé à l'époque Assad, disons les bases syriennes, ça a montré à Poutine qu'on pouvait faire ce qu'on veut. Et en gros, que les Européens, les Occidentaux, c'est un tigre de papier, on peut faire ce qu'on veut, et résultat, il a envahi la Crimée, et puis la suite, comme on le voit. Mais donc ce retrait des Américains, ça a une longue histoire, et le retour de Trump, pour autant imprévisible qu'il se présente, est quand même une certaine cohérence dans son, me semble-t-il, enfin, tout le monde essaie d'interpréter toutes ces décisions. Sa cohérence, c'est que, comme il le disait lui-même, Make America Great Again. C'est l'Amérique qui l'intéresse. C'est les lecteurs américains, c'est l'économie américaine. Et tout le reste dépend que de cela. Il n'y a pas d'alliance dans cette logique-là. C'est une remise en cause quelque part de tout ce qu'a été les États-Unis, ce qu'ont été les États-Unis depuis bien avant la Seconde Guerre mondiale. Doctrine Monroe, si je ne me trompe pas. Je me tourne vers l'historienne qui est à côté de moi. Et c'est une remise en question on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Pourtant, l'OTAN, c'est la plus ancienne alliance existante depuis toujours, plus de 70 ans. Il y a combien? Une trentaine de pays dans l'OTAN, avec des accords d'entraide. Si un des pays de l'OTAN est attaqué, tout le monde va venir, etc. Est-ce que les États-Unis vont aller jusqu'à sortir de l'OTAN? Alors, j'ai écouté une conférence hier en sciences politiques à ce sujet. Enfin bon, on ne sait pas trop. Il y a une conférence en juin prochain de l'OTAN, annuelle. On verra à ce moment-là comment se poseront aussi le nom des Américains. Mais pour en venir à la politique américaine au Moyen-Orient, son intérêt, lui, à Trump, aujourd'hui, c'est faire aboutir le projet qui était préparé depuis longtemps, d'accord, entre deux pays,
entre l'Arabie Saoudite et Israël. Ce projet était préparé depuis des années. On dit que ça a été une des causes de la guerre du 7 octobre, parce que les Iraniens, pour eux, le grand ennemi, c'est les Saoudiens. Et évidemment, ils ne voulaient surtout pas de voir cet accord. Et c'est une des raisons qui a conduit aux événements du 7 octobre 2022. 23. Et pour Trump, c'est très important. D'autant plus que MBS, comme on l'appelle, Mohammed Ben Salman, qui est le prince héritier saoudien, puisque son père, le roi Ben Salman, donc s'appelle Salman, est très vieux et c'est pas plus lui qui gère le pays, a comme projet depuis quelques années déjà, c'est l'Arabie du futur. Construire l'Arabie du futur, de faire en sorte que l'Arabie ne soit plus dépendante que du pétrole. Voilà. D'ailleurs, un des premiers actes qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir, il n'est que prince héritier. C'est une anecdote que je raconte parce qu'elle est marrante. Il a enfermé dans un grand hôtel à Riyad tous les princes héritiers qui vivaient au crochet de l'État par des royalties qui perçaient. Il les a tous enfermés. Il dit, bon, pour sortir d'ici, vous devez tous faire un gros chèque. Hein, et ça suffit, vous avez vécu sur le compte de l'État, vous ne sortez de l'hôtel que si vous faites un gros chèque. Et c'est pas en centaines d'euros que le chèque a été établi. Je l'assure. Donc, ça, c'est sa vision. Il veut construire des villes nouvelles, la fameuse ville de Neom, qui est quelque part sur la mer Rouge. Alors, c'est un projet gigantesque. On sait très peu de choses parce que tous ceux qui travaillent sur ce projet ont interdiction d'en parler, de donner des informations. Mais pour que ce projet puisse se développer, il faut que ce soit en paix dans la région. Et on est au bord de la mer Rouge, à quelques encablures de Eilat et à quelques centaines de kilomètres de Gaza. Tout ça, si vous avez une carte du monde, je n'en ai pas ici, vous verrez ça. Donc ça nécessite d'avoir la paix dans le coin. Et MBS, donc Mohammed Ben Salman, a promis aux Américains, à Trump, d'investir dans l'économie américaine. Alors j'ai vu 2 chiffres. J'ai entendu parler de 3 trillions de dollars. Alors, 1 trillion, c'est 1000 milliards. Hein. Donc 3 trillions de dollars. Et ça, Trump est intéressé à cela pour l'économie américaine. Et pour avoir ces 3 trillions de dollars, la compensation, c'est qu'il trouve une solution à Gaza, que le cessez-le-feu soit prolongé et qu'il y ait un début de solution à la question palestinienne d'une façon calme. Hein. On calme tout le monde. Ça suffit. Voilà. Et l'agent immobilier qui est M. Trump, lui, il voit ça comme une affaire. Il y a 2 millions de personnes, une région pratiquement détruite à 3/4. Pour la reconstruire, il faut faire du ménage. Alors on prend ces 2 millions de personnes, on les envoie en Jordanie, en Égypte, et ensuite on reconstruit des hôtels sur le bord de mer et des terrains de golf pour ceux qui pourraient venir jouer. Voilà, une vision d'homme d'affaires qui est complètement irréaliste pour des raisons multiples, et notamment par le refus des pays arabes, dont j'en ai parlé tout à l'heure, pour accueillir ces populations. Mais c'est important d'avoir cette vision-là. Mais dans cette approche de Trump, au-delà de cet aspect purement économique, au-delà de l'aspect économique, il y a comme il y a un point important, c'est qu'il tient absolument à ce cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu qui a été signé il y a 3 ou 4 semaines maintenant, était préparé, enfin le plan a été préparé par les équipes Biden depuis des mois. En 3 étapes. Première étape, on libère les problèmes, les otages, les femmes et les otages malades, etc. C'est ce qui se passe en ce moment, 3 par semaine, enfin à peu près, il y en a eu un peu plus la semaine dernière. Deuxième étape, au-delà de 42 jours, d'abord il faut commencer des négociations qui devraient commencer la semaine prochaine pour préparer le passage à l'étape 2 de cet accord, où on libérerait les derniers otages vivants. Alors, on estime qu'il y en a, j'ai vu le chiffre, je crois que c'est 33 autres vivants, il me semble. Et puis, troisième étape, on ramène les corps de ceux qui sont morts. Là aussi, les chiffres varient parce qu'on ne sait pas, et c'est ça la tragédie pour les familles qui ne savent pas si leurs proches sont vivants ou morts. Notamment, tout le monde a vu les photos de cette famille Bibas avec ses 2 bébés. Le père a été libéré le week-end dernier et
il n'a pas de nouvelles de sa femme et de ses enfants. Voilà. Mais pour cela, Trump tient absolument à ce que ça se passe jusqu'au bout. Et le bout de ce processus, c'est la fin de la guerre. Et maintenant, j'en viens à Israël. Quel est l'intérêt israélien dans cette histoire et la stratégie israélienne? Alors, je différencie le gouvernement et la population. Le gouvernement au pouvoir, suite à des élections démocratiques, a aujourd'hui une coalition avec 68 députés, parce qu'il y a une fraction d'un parti centriste qui la rejoint. Vous savez, Israël, c'est toujours des compositions d'alliances, etc. À une stabilité. Il peut tenir encore 2 ans jusqu'aux élections qui devraient avoir lieu en 2026, novembre 2026, si je ne me trompe pas. Mais ce gouvernement est un gouvernement de coalition avec, par ses composantes, on va dire, 2 partis religieux, enfin c'est pas 2 partis, disons, 2 ensembles distincts religieux, enfin des partis religieux, les partis orthodoxes, il y a 2 partis orthodoxes, et les partis des sionistes religieux qui, les différents des orthodoxes, font leur service militaire. Alors c'est important ça pour comprendre la situation intérieure. Je vous explique cela. Les partis orthodoxes ont comme ligne directive de représenter leur population, qui a une croissance démographique importante, parce que ce sont des familles où il y a beaucoup d'enfants, qui ont comme objectif de maintenir leur mode de vie. Leur mode de vie est un mode de vie qui dépend des subventions de l'État, ou des subventions d'associations étrangères et d'autres. Parce que ce sont des gens, pour les hommes, qui ont comme mission d'étudier. C'est ça, leur étudier les textes, c'est pas la physique quantique. Ils étudient les textes, et c'est ça. Et ils dépendent complètement, ils sont souvent une population très pauvre. J'ouvre une parenthèse juste. On parle par exemple de la situation des colons en Cisjordanie. On dit qu'il y a une croissance des colons en Cisjordanie constamment. C'est pas vrai. Il y a une croissance négative. Il y a plus de, entre guillemets, de population des colons qui quittent la Cisjordanie et reviennent vers Israël, mais il y a une croissance uniquement à cause de la démocratie des villes orthodoxes. Il y a un certain nombre de villes qui sont en Cisjordanie, ce sont des villes, c'est des dizaines de milliers d'habitants, où il y a une population orthodoxe très grande, et qui, eux, ont une croissance démographique naturelle très grande, qui fait qu'il y a une croissance au global. Il y a plus d'habitants en Cisjordanie juifs régulièrement, mais cette croissance de la population juive vient essentiellement des milieux orthodoxes. Et on trouve dans d'autres villages ou d'autres colonies des Israéliens qui y habitent, qui retournent habiter en Israël pour des diverses raisons. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Alors, et en plus, comme ils sont dépendants de l'État, il y a beaucoup de pauvres. En Cisjordanie, par exemple, j'ai vu un chiffre intéressant sur 100 Israéliens vivant en Cisjordanie, il y en a 40 qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc presque 10 fois plus qu'en Israël. Parce que ce sont ces familles orthodoxes qui dépendent complètement de l'État. Alors, j'en reviens maintenant à la stratégie des partis qui les représentent, au gouvernement. Ce qu'ils veulent, c'est maintenir leur mode de vie, et notamment, il y a un point essentiel pour eux, c'est être dispensés du service militaire. Ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ça a été une décision prise en 1977, sous le gouvernement de Reb Levin à l'époque, qui avait donné ça au Parti orthodoxe de l'époque dans le cadre d'une alliance, mais il ne représentait pas démographiquement ce qu'il représente aujourd'hui, près de 20-25% de la population à terme. Et ça pose des problèmes, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'armée israélienne a besoin d'hommes. Il y a eu près de 15 000 hommes soldats, hommes, femmes d'ailleurs, qui ont été soit tués. On estime en tête, j'ai entre le chiffre plus de 800 morts depuis le 7 octobre, de 300 le jour, et le 7 octobre, ou les 2 ou 3 jours, et depuis plus de 500. Il y a encore eu 2 morts aujourd'hui. Plusieurs milliers de blessés, et des blessés graves notamment, et des milliers de traumatisés, ce qu'on appelle les post-traumatiques, et pour cela, malheureusement, d'Israël sont très en avance pour gérer les problèmes des post-traumatiques. Et il faut les remplacer tous ces hommes parce que
L'armée est une armée de conscrits, de jeunes de 18 ans, et une armée de réservistes. Les 2 soldats qui sont morts ce matin en Cisjordanie étaient des réservistes, des pères de famille de 35 ans, 38 ans. Voilà. Et donc il faut les remplacer. Et pour ça, il y a un débat en ce moment très très dur à la Knesset, au Parlement, pour les orthodoxes veulent qu'on vote une loi pour maintenir la dispense des orthodoxes à faire l'armée, et il y a une opposition très forte dans la rue et au sein de certains partis de la coalition pour les obliger à faire le service militaire, y compris parmi la droite au pouvoir, hein, pas seulement de la gauche dans la rue. Alors ça, c'est un premier sujet. L'autre sujet qui est important, c'est l'échéance du budget. C'est comme en France, hein. On n'a pas de budget en France, et là-bas aussi, il faut faire voter le budget avant le 31 mars. Si le budget n'est pas voté le 31 mars, le gouvernement tombe. Ça veut dire des élections. Et ce que veut le gouvernement au pouvoir, Netanyahou, absolument, c'est rester au pouvoir pour une raison très simple, c'est qu'il a un procès en cours où il a des peines qui risquent effectivement qui le menacent. Et le seul moyen d'éviter tous ces dangers-là, c'est de maintenir sa coalition en faisant les cadeaux nécessaires à ses partenaires dans la coalition pour maintenir cette situation. Voilà, en gros. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail, sinon on va un peu s'y perdre. Donc voilà, et puis la rue, je terminerai là-dessus. Que pense la rue? Que pensent les manifestants? Israël, à la différence, si on parlait tout à l'heure avec Cécile et Yves, a une forte société civile. Le 7 octobre, avant le 7 octobre, déjà, quand ce gouvernement a été mis en place, il est rentré dans un projet de réforme juridique, de remise en cause un peu du poids des institutions démocratiques du pays, notamment le poids de la Cour suprême, qui est un des 3. Vous avez tous lu Montesquieu, vous vous en rappelez de votre scolarité, les 3 pouvoirs, législatif, exécutif et juridique. En Israël, l'exécutif et le législatif sont très liés, puisque l'exécutif est l'émanation de la coalition des partis dominantes au Parlement. Donc, il est l'émanation, pratiquement, du législatif. Par contre, le seul contre-pouvoir réel est la Cour suprême, qui est... Et justement, le projet de réforme qui n'a pas été abandonné par ce gouvernement-là, c'était de limiter les pouvoirs de la Cour suprême. D'ailleurs, la Cour suprême est restée pendant 15 mois sans président, et le président a été élu contre l'avis du ministre de la Justice par la commission qui doit avoir la responsabilité de l'élire. Ils ont cherché à empêcher que cette élection ait lieu, et le président de la Cour suprême a été élu il y a quelques jours pour cela. Et donc la rue, je reviens à la rue, s'est mobilisée après le 7 octobre, a continué à se mobiliser contre la réforme, et après pour appeler au cessez-le-feu, pour appeler à la libération des otages, parce que là il y a un consensus quasi même parmi l'électorat de la droite pour libérer les otages. C'est vécu comme un traumatisme personnel. Ces jeunes filles de 19 ans qui étaient des observatrices, étaient certes soldates, mais elles n'étaient pas armées, dont la responsabilité d'être dans une base pour observer ce qui se passait de l'autre côté à Gaza. Et elles avaient alerté leur hiérarchie pour dire qu'il se passe des trucs, qu'il se prépare des trucs, c'est pas normal, etc. Et ça n'a pas été pris en compte. Et elles ont été cueillies en pyjama le 7 octobre, et certaines ont été tuées, violées, etc. Et les 5 dernières survivantes ont été libérées ces jours-ci. Et les histoires commencent à sortir parce qu'elles ne voulaient pas raconter, parce qu'il y en a d'autres là-bas. Et maintenant, les histoires commencent à sortir sur les tortures, comment les affamer, etc. Ce qui veut dire que... alors, juste quelques chiffres, et j'offre aux questions, pour terminer. Il y a quand même quelques sondages intéressants qui ont été faits. J'ai vu ça dans le journal d'aujourd'hui. 66% de la population a comme priorité, parce qu'on dit toujours il y a 2 buts,
ramener les otages ou éradiquer le Hamas. Le gouvernement avait dit c'est des objectifs. Ça a été un échec complet. Éradiquer le Hamas, non, vous voyez qu'ils sont toujours là. Et ramener les otages, on a pu les ramener que par un accord. Et c'était la conclusion à laquelle est arrivée d'ailleurs les hiérarchies militaires. On a affaibli, mais on peut, parce qu'il y a eu des cas où l'armée se rapprochait des tunnels où se trouvaient les otages, et là ils ont été éliminés. Donc ils savaient qu'ils les mettaient en danger quand ils rentraient dans les tunnels. Donc la seule moyen de les ramener vivants, c'était par un accord. Et finalement, sous la pression de Trump, Netanyahu l'a accepté, parce que lui, il avait déjà passé aux pertes et profits ses otages, pour maintenir sa coalition de pouvoir, qui ne voulait pas l'arrêt de la guerre, et un parti d'ailleurs a quitté Ben Gvir, le ministre de la Sécurité, a quitté le gouvernement, parce qu'il s'opposait à ce cessez-le-feu, avec l'engagement de revenir à ce gouvernement si la guerre reprend. Donc on est dans un processus où certaines forces politiques au pouvoir veulent que la guerre reprenne à l'issue de la première étape, ou voire de la seconde, alors que Trump a comme objectif d'arrêter la guerre. Donc il y a une confrontation, et en ce moment même, Netanyahu est aujourd'hui même à Washington. Je pense que c'est un des problèmes de la confrontation entre Trump et Netanyahu. Tout ça pour vous dire que, on parlait des 3 niveaux, les intérêts ne sont pas convergents. Les intérêts des États, je ne parle pas des populations, évidemment. Et on verra comment tout ça évoluera. Donc la population veut une solution, et veut surtout une solution politique, c'est-à-dire plus de 60% veut un accord dans le cadre d'un accord avec les Saoudiens qui impliquerait une solution étatique pour les Palestiniens. Et ça, c'est important à avoir en tête. C'est-à-dire que si on amène un accord, un deal, comme dit Trump, sur la table, les Saoudiens reconnaissent Israël, business, les 3 trillions, ils vont aux États-Unis pour développer je ne sais pas quoi, et puis voilà, on trouverait une solution. Alors ça sera une crise politique en Israël certaine, mais en tout cas, il y a ce ferment qui existe dans la société civile, de conscience en tout cas, qu'il faut une solution. Maintenant, solution ne veut pas dire amitié, ne veut pas dire confiance. Il y a un manque de confiance totale, il y a la haine, et puis toutes ces histoires dont on parle dans la presse, maintenant, les médias, les tortures et de ce qu'on a vu des otages, ce n'est pas fait pour approcher les peuples, tout ça. Et la réciproque, je n'ai pas le moindre doute, est la même chez les Palestiniens à l'égard des Israéliens qui ont bombardé et tué dans les bombardements beaucoup de civils aussi. Donc, mais il y a quand même cette volonté, prise de conscience plutôt, qu'il faut une solution, qui fait son chemin. Il ne veut pas dire forcément l'État. Tu parlais tout à l'heure de Yair Golan. Yair Golan est un ancien général. Aujourd'hui, c'est le leader de la gauche israélienne. Il n'est pas au Parlement parce qu'il n'a pas, bon, peu importe l'histoire, mais il a fait la fusion du ex-parti travailliste et le Meretz, qui est un autre parti de gauche, dans un parti qui s'appelle les démocrates. Et les sondages lui donnent entre 12 et 13 députés sur 120, c'est de l'ordre de 10%. On verra comment les élections, quand elles auront lieu, comment ça va. Mais lui, il est pour la séparation. Dans l'interview qu'il m'a donnée, qui est visible sur notre site, justement, il explique ça très bien. Il dit, bon, je sais qu'il y aura un jour un État palestinien, mais aujourd'hui, on ne peut pas en parler aux Israéliens. Avec ce qui s'est passé, il y a trop de traumatisme, etc., il y a trop de peur. Un État qui sera à quelques kilomètres des centres urbains israéliens, ça peut être un 2e 7 octobre, etc. Donc d'abord, il faut soigner le traumatisme. Il faut recréer une frontière, il faut se séparer. Et après, on verra comment les choses évolueront. C'est étape par étape. Voilà un petit peu pour conclure. Donc, une situation instable comme toujours, mais avec des éléments positifs au sein des populations. Une situation internationale un peu compliquée, mais on voit qu'il y a des forces contradictoires. Un intérêt visiblement international pour une solution. Les Européens, j'en ai pas dit un mot, parce qu'ils sont absents. Ils sont absents là-bas, comme ils sont très peu présents, ou pas assez présents malgré tout, de point de vue en Ukraine, etc. C'est malgré toutes les bonnes volontés qui existent, c'est pas eux qui aujourd'hui peuvent, sur le Moyen-Orient en tout cas, agir. C'est un peu au Liban, certes. Le Liban, c'est particulier compte tenu de l'histoire entre la France et le Liban. Merci. Oui, mais merci beaucoup. Je vais commencer par quelques banalités, c'est-à-dire qu'on est
est tous conscients de la complexité de l'environnement régional et international, et on est tous conscients que actuellement, certainement, les patients sur place sont chauffés à blanc, sûrement du côté des Gazaouis comme du côté de beaucoup d'Israéliens, mais que malgré tout, il y a certainement un besoin de cesser le feu, un besoin de paix, et que peut-être les intérêts de certains puissants de ce monde, les Saoudiens et les Américains, vont peut-être peser de ce côté-là. Alors, il ne semble pas que ce soit demain la veille que les Israéliens réclament à corps et à cri un État palestinien à côté d'eux, mais néanmoins, on s'achemine vers un cessez-le-feu, il faudra bien trouver une solution pour Gaza. L'OLP a l'air de montrer qu'elle a envie de se saisir de cette question-là. Elle aurait la bénédiction des Saoudiens, des Égyptiens, des Jordaniens, etc. Et ma foi, et maintenant, peut-être qu'on touche justement le mur de l'impasse et qu'il y a un moyen de se faufiler, qui serait finalement l'abandon par épuisement des solutions passionnelles et le retour d'intérêts qui sont des intérêts à la fois économiques, et ça passe par le cessez-le-feu et la paix. Un jour. Voilà, je crois qu'on va prendre les questions comme vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 éléments. Oui, je vais te le passer peut-être pour que tu donnes. Je demandais à Martine si oui, je fais Oui, bien sûr. Voilà. Alors, on a vu la strate régionale d'abord, internationale, et puis locale et surtout israélienne. Il n'y a pas eu beaucoup d'éléments précis, si un peu quand même sur Gaza, sur ce qui est ressenti comme une guerre extrêmement cruelle et meurtrière contre sans doute évidemment les miliciens du Hamas, mais avec des morts civiles très nombreux qui représentent sans doute peut-être à peu près les 2 tiers des victimes, on ne sait pas trop, hein. La moitié en tout cas certainement, 2 tiers peut-être, hein. Et vous avez peut-être des questions là-dessus. Alors on peut peut-être commencer par l'actualité, et maintenant comment sortir de l'impasse, en partant peut-être de l'élément local, pour compléter, poser des questions à David. Enfin, je laisse la parole, et puis la parole est libre, et elle peut, après tout, aborder beaucoup de sujets très différents. Oui, vous avez parlé de cette idée saugrenue de Trump d'envoyer les Gazaouis soit en Égypte, soit en Jordanie. Et c'est une idée qui a l'air de choquer tout le monde. Or, dans I24, il y a l'expert Raphaël Jérusalemi qui a fait un éditorial pour dire que si des Gazaouis avaient, eux, envie de partir en Égypte et en Jordanie, eh bien, on les en empêchait, en fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là? Je n'avais jamais vu l'histoire sous cet angle-là, c'est-à-dire celui des Gazaouis qui en auraient ras-le-bol d'habiter Gaza et qui voudraient en partir. Je note les questions, puis je réponds. Oui. D'accord. Les Gazaouis prisonniers. Prisonniers de qui, etc. Oui, c'est d'autres questions. Il y a d'autres questions peut-être sur... Oui. Moi, juste une question comme ça. Au moment de sa démission, le chef d'état-major de l'armée israélienne a précisé que Tsahal devait s'attendre à un renforcement très important de ses opérations en Cisjordanie. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se produire en partie. Et est-ce qu'on n'est pas dans une transformation du conflit avec une réorientation stratégique et qui serait effectivement, on avance peut-être vers un cessez-le-feu à Gaza, mais il y a nécessité d'intervenir en Cisjordanie, d'autant que, effectivement, notamment le djihad islamique y est très présent, mais également pour d'autres opérations, puisqu'on sait que
On sait que Tsahal est aussi présente pour défendre les colons, y compris dans des conditions qui ne sont pas forcément uniquement acceptables. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai aussi une sorte de question subsidiaire. Est-ce que, en l'occurrence, l'armée israélienne se conduit continuellement en armée israélienne ou en armée d'une partie de la population israélienne? J'aimerais deux questions, mais totalement différentes. Parlez bien dans le micro, oui. L'une remonte à peu près à 30 mois à propos de la réforme judiciaire de la Cour suprême. C'est une question technique que je me suis toujours posée. En principe, la Cour suprême, finalement comme ici, comme chez nous en France, au Conseil constitutionnel, juge les lois, entre guillemets, je ne trouve pas tout à fait les mots. Alors, si la Knesset décide de réformer la Cour suprême pour la nomination des juges, que certains estiment toujours, entre guillemets, de gauche, la Cour suprême aura nécessairement à revoir cette loi, qu'elle pourrait invalider. Ce qui a été le cas déjà. C'était déjà le cas. Et donc c'est ce qu'on appelle crise, chez nous on appellerait ça crise constitutionnelle ou quelque chose comme ça. Alors là, qu'est-ce qui se passerait? Et l'autre est totalement différente, on n'en a pas parlé, c'est un nom, Marouti, ou Margouti, qui, je sais qu'on en parlait déjà il y a une dizaine d'années, il doit être en prison depuis 25 ou 30 ans. Même au moment de son arrestation, je me souviens que tout le monde n'était pas d'accord. Parce qu'on a toujours estimé, maintenant il doit avoir une soixantaine d'années, ou oui, facile, et même maintenant, on en parle de temps à autre. Bon, il est en prison, les Israéliens ne veulent pas le libérer, crime de sang, etc. Mais que ce serait l'un des rares à pouvoir, entre guillemets, se faire reconnaître par les Palestiniens. Et donc que ce serait un début de solution quand on connaît Mahmoud Abbas, ses 86 ans, etc. Merci. Okay. Ça fait pas mal de questions. Ok, il y a 4 questions. Voilà, c'est bien déjà. Alors, d'abord, une réponse rapide sur la Cour constitutionnelle, etc. Effectivement, en Israël, Israël n'a pas de constitution. Pour des raisons historiques, on a développé la création de l'État, etc. Mais il y a des lois fondamentales qui ont été votées au cours des années par la Knesset, qu'on qualifie de lois fondamentales. Donc, quand une loi est votée, quelle qu'elle soit, elle ne doit pas aller. Le rôle de la Cour suprême est de vérifier que les lois votées sont conformes par rapport aux lois fondamentales. Par exemple, une loi fondamentale, c'est l'égalité de tous les citoyens. Si on votait demain une loi disant les Arabes israéliens n'ont plus le droit de participer aux élections, ça va en contre d'une loi fondamentale et cette loi serait retoquée. Vous voyez, bon, c'est pas le cas, c'est juste pour illustrer mon propos que je dis ça. Donc, dans le projet de réforme juridique, il y a plusieurs éléments. Un, de remettre en question la composition de la commission qui élit les juges, parce que ce n'est pas que le président de la Cour suprême qui est élu par la Cour suprême, ce sont tous les juges dans le pays. Et depuis 16 mois, cette commission ne s'était pas réunie. Résultat, non seulement il n'y avait pas, parce que le président, le président de la commission suprême, Mme Esther Hanoun, était partie à la retraite. Donc depuis 16 mois, elle n'avait pas été remplacée, mais pas seulement elle, mais des tas de juges manquaient dans les tribunaux israéliens, n'ont toujours pas élus, ça mettait un embouteillage pour traiter les affaires courantes. Et c'était plus viable. Donc la Cour suprême, dans sa composition, même son juge, même son président, a contraint le gouvernement à organiser, à mis des limites, à organiser un vote
pour qu'elle puisse se réunir et nommer les juges qui manquaient et son président. Et le président qui a été élu n'était pas le candidat que voulait le ministre de la Justice. Voilà. Alors, donc c'est ça le fonctionnement de la Cour suprême, mais c'est pas tout à fait comme le Conseil constitutionnel, c'est plus que ça. Mais bon, pour moi, ça c'est du juridique, on ne va pas perdre du temps. Les Gazaouis prisonniers. De tout temps, les Égyptiens ont fermé la frontière avec Gaza. Quand en 1979, de mémoire, il y a eu un accord de paix entre l'Égypte et Israël, Begin, qui était alors Premier ministre, avait dit au président égyptien Anwar el-Sadat, on ressort du Sinaï, mais prenez également Gaza, puisque dans le cadre de l'accord de paix avec l'Égypte, il y avait des colonies israéliennes à l'époque dans le Sinaï qui ont été démantelées. Il y avait une ville complète dans le Sinaï, la ville de Yamit, qui a été construite dans le Sinaï, qui avait été démantelée en 1979. Et Begin avait dit prenez aussi Gaza. Il y avait à l'époque 1 200 000, 300 000 Palestiniens, je ne sais pas, à Gaza. Et ça a dit non, je ne veux pas de Gaza. C'est une autre guerre, j'en veux pas. Les Gazaouis, on leur a fermé la porte. Et quand on a parlé dans toutes les critiques qui ont été faites à l'égard d'Israël, même depuis 2005, où les forces israéliennes n'étaient plus avant le 7 octobre, évidemment, n'étaient plus à Gaza, dans la bande de Gaza, elles étaient autour, et qui ont critiqué les Israéliens pour faire un blocus sur Gaza. Il y avait un blocus côté égyptien, un blocus réel, contourné par les fameux tunnels qui passaient sous ce qu'on appelle la ligne Philadelphie, qui est une route entre l'Égypte et Israël. On appelle ça la ligne Philadelphie, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et ces tunnels, ce n'est pas un petit tunnel où on passe en rampant, c'est un tunnel où des camions pouvaient passer et rouler et presque se croiser. Et dans ces tunnels, il y avait toute une économie qui rentrait dans Gaza, gérée d'un côté les Égyptiens laissaient passer et touchaient des royalties pour les passages, et côté Gazaoui, le Hamas touchait ses taxes, prélevait ses taxes, etc. C'est toute l'économie du Hamas fonctionnait comme ça. Mais ça, c'est pour les marchandises, mais les hommes ne passaient pas. Sauf peut-être des malades ou des cas. Donc, est-ce que les Gazaouis veulent rentrer? Les Gazaouis ne veulent pas partir en Égypte ou en Jordanie. Ils veulent avoir leur indépendance, leur État, quel que ce soit, être gérés par eux-mêmes. Mais ils sont fatigués. J'ai vu quelques reportages, des articles par-ci par-là. Ils ont été déplacés pendant cette guerre du nord vers le sud pour que la guerre puisse se dérouler dans le nord. Puis maintenant, depuis quelques jours, ils remontent. Vous avez vu toutes ces images, c'est vraiment un exode vers le nord. Et là, ils trouvent que tout est détruit, une grande partie de leur maison, etc. Et ils vont vivre sous des tentes, c'est l'hiver, au moins il fait très froid, les pluies, etc. C'est dramatique. Alors, mais il faut une solution humaine, mais politique. C'est pas que on ne peut pas vivre toujours en situation d'assistanat. Il faut un projet politique. L'argent ne manque pas. Les Saoudiens, les Émirats, etc., sont prêts à déverser des flots d'argent, mais qui n'aillent pas renflouer les arsenaux du Hamas, parce que c'est prolonger le conflit. Et c'est un des débats actuellement en cours, même à Washington. Comment faire si on maintient le cessez-le-feu pour affaiblir le Hamas? Israël n'a pas réussi, malgré toute sa force militaire, à détruire ou éradiquer même s'il y a 10 ou 15 000, 20 000 miliciens qui ont été tués, il reste encore des tunnels où on n'a pas pu aboutir, il reste encore, même s'ils avaient tué un chef, il y a un sous-chef qui veut devenir chef, donc voilà, ça marche comme ça. Et quand vous n'avez pas d'alternative, malheureusement ça continue. Et la grande erreur et la grande critique qu'a fait la gauche, et pas que la gauche, même le centre, les dirigeants des partis du centre, Israël Netanyahou, préparent le jour d'après. Tu fais la guerre, ok, mais à la guerre, il faut des objectifs politiques, pas seulement militaires. Il faut préparer une alternative. Et refuser de préparer une alternative, parce que préparer une alternative, c'est reconnaître le contrôle des Palestiniens sur cette bande-là, de Gaza, c'est quelque part remettre en cause sa stabilité gouvernementale, et ça, il ne voulait pas aborder cette question. Alors peut-être que ça va revenir en boomerang maintenant par Trump, qui lui, pour des intérêts purement américains,
veut que ça s'arrête. Ils s'en foutent des Palestiniens. Complètement. Voilà, mais les Israéliens, bon, on fait du business avec eux, on a intérêt que ça fonctionne, tout ça, ça marche, sécurité, tout ça, mais je ne demanderai pas, comment dirais-je, une totale confiance à son engagement entre guillemets pour l'Israélien. Si les intérêts basculent, ça peut passer, il peut changer aussi de position. Voilà, pour ce qui est des Gazaouis. Pour ce qui est de la Cisjordanie, c'est vraiment, tu as raison, un conflit qui existe depuis un an déjà, entre des forces armées alors, qui sont cachées et qui ont construit probablement des tunnels aussi, et qui ce matin, comment c'est passé, il y a une position israélienne, il y avait la patrouille à 6h du matin qui sortait pour contrôler les voitures. Il y a un Palestinien qui est arrivé avant, il les attendait, il savait à quelle heure il sortait, il a tiré dans le tas, 2 morts, plusieurs blessés. Bon, il a été abattu par la suite, mais voilà, c'est ça, c'est bon. On dirait que c'est la guérilla, on a vu ça en Algérie, on a vu ça dans le Vietnam, on connaît cette situation où les soldats sont confrontés à une population, ça se poursuit. Et par contre, le point que tu as justement posé, c'est celui des colons. Les colons ont leur propre stratégie. Depuis des années, ils ont construit ce qu'on appelle en anglais des outposts, c'est-à-dire des colonies illégales. Alors, c'est quoi une colonie illégale? Les Israéliens ont construit, on va dire, 120, 130 colonies, mais une colonie, c'est pas. Ça peut être une ville, comme Bétar Élite ou Moudine Élite, où il y a 50 000 ou 60 000 habitants dans chacune de ces villes. C'est les villes orthodoxes qui sont construites le long de la frontière, de l'ex-frontière entre Israël et la Cisjordanie. Ce sont des villes, et c'est là où vivent pratiquement les populations orthodoxes, et plus de la moitié des colons, ce sont des populations orthodoxes, qui eux ne sont pas là par engagement idéologique, mais parce qu'on leur a trouvé des maisons dans des villages, dans des villes à proximité des centres urbains israéliens, pas chers, avec des subventions, où il y a de la place pour leurs familles nombreuses. Et ces colons sont là, ça m'échappe là. Oui, et les colons, alors, ça c'était, disons, quand les accords d'Oslo ont été signés, c'était la configuration existante. Et on avait dit maintenant, les Israéliens ne doivent plus, dans le cas des accords d'Oslo, il était décidé de ne plus construire de nouvelles colonies. Toutes celles qui ont été construites après la signature des accords d'Oslo sont considérées illégales au regard de la loi israélienne, pas de la loi internationale. Parce que pour la loi internationale, même les colonies créées en 1968, 69, 70, avant les accords d'Oslo, étaient illégales. Même les quartiers de Jérusalem-Est construits dans la partie est de la ville sont illégaux en termes de la loi internationale. Mais les autres qui ont aménagé après les accords d'Oslo sont illégales. En anglais, on les appelle les outposts. Mais un outpost, une colonie, ça peut être un petit village avec, je ne sais pas, quelques centaines d'habitants, et ça peut être une caravane avec quelques moutons, et un point d'eau, et une route qui y arrive. Mais pour amener l'eau, pour amener l'électricité, c'est des infrastructures. Et qui paye ces infrastructures? C'est l'État. C'est-à-dire que l'État, par les impôts de la population israélienne, qui en grande partie n'adhère pas à ces projets de colonisation, paye la colonisation par toutes ces infrastructures aménagées. Et il y a eu 85 outposts qui ont été créés, dont, de mémoire, 66 depuis la guerre du 7 octobre. C'est-à-dire en pleine guerre, avec tout ce qui se passe sur le terrain, ils trouvent le temps et l'objectif d'en profiter du chaos. Et l'actualité étant tellement chargée que plus personne ne faisait attention à ce qui se passait sur une colline quelque part en Judée, en Samarie, ou en Cisjordanie, appelez la région comme vous voulez, pour aller mettre une caravane, un point d'eau, une route, et voilà. Et donc, ils ont un projet qui a une certaine logique pour eux. Mais bon, c'est entré, je ne veux pas. Vous aurez Zachary vous parlera du messianisme juif parce que c'est toute une conception du monde très différente. C'est des gens qui ne sont pas dans le même référentiel. Tout ça est dans un projet divin. Il y a une logique. Mais je peux répondre à une question si vous voulez, mais ce n'est pas là le sujet. Barghouti. Oui, effectivement, on a toujours dit que Barghouti avait été mis à l'époque en prison pour le préserver. Sinon, il aurait probablement été tué.
dans le cadre de la première intifada, parce que lui c'était un des chefs de la première intifada. C'est une version qu'Aric Sharon l'aurait écarté, il dit bon, en prison il ne sera pas tué, il aurait été un chef militaire comme les autres, il aurait peut-être été éliminé depuis. Alors, il a une renommée, il a un nom, surtout à l'étranger, même au sein des Palestiniens. Quand j'ai parlé, il m'est arrivé de parler avec des Palestiniens aujourd'hui, plutôt proches du Fatah, plutôt proches de l'autorité palestinienne, etc., ils ont des avis partagés le concernant. Ils disent Barghouti, on ne sait pas trop ce qu'il pense, il faut ceci, il faut cela, mais peu importe. Il représente plus que ce qu'il est. Hein, c'est pas... Et c'est vrai que, si, tout le monde le dit, s'il y avait des élections, entre guillemets, démocratiques, il a toutes les chances d'être élu. Il y a d'autres candidats aussi. Hein. Bon, on verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Alors, je sais que dans l'accord d'échange avec les otages, le Hamas, avait peut-être voulu qu'il soit sur la liste, et les Israéliens l'ont pas mis sur la liste. Mais ils ont libéré en contrepartie des hommes qui avaient tué des familles entières. Et il y a eu déjà des otages libérés, vous savez, en novembre 2023, un mois et demi, 2 mois après le 7 octobre, une centaine. Et pour libérer cette centaine d'otages, les femmes, les premiers enfants, etc., il y a eu des centaines de Palestiniens qui ont été libérés. Beaucoup d'entre eux sont revenus à la guerre. Et certains ont été tués depuis, certains ont été arrêtés. Donc, ils n'ont pas confiance. Ils disent majorité soutient pour sauver les otages ces échanges, mais ils n'ont pas confiance, ils se méfient des conséquences que ça a, mais ils privilégient malgré tout, en majorité, sauver la vie de ceux qu'on peut sauver. Je crois qu'il y avait comme question. Oui, l'économie. Voilà, je crois qu'il y a 4 oui, questions. c'est ça. Attends, je vais voir si on n'en a pas oublié. Non. Oui, Enfin, j'ai noté. c'est ça, l'opération Cisjordanie, oui, c'est ça. On peut te demander si, si vraiment on a des preuves que le djihad islamique et le Hamas sont très actifs et très présents en Cisjordanie, et si on sait comment la population réagit, c'est-à-dire est-ce qu'en gros ils sont soutenus majoritairement parce qu'ils représentent des gens qui combattent l'occupation israélienne, hein, c'est ce qu'on voit, même si le projet islamiste est beaucoup plus large, ou est-ce qu'ils sont rejetés comme fauteurs évidemment d'intervention israélienne meurtrière. C'est très difficile de savoir exactement quelle est l'opinion des Palestiniens en Cisjordanie, sinon qui détestent peut-être le Hamas, mais peut-être encore plus les Israéliens. Difficile à répondre parce que ce qu'on peut dire quand il y a des sondages, on a vu ça, avant la guerre du 7 octobre, le Fatah, s'il y a eu des élections, aurait été élu à Gaza, le Hamas aurait perdu, et symétriquement en Cisjordanie, le Hamas aurait été élu, et le Fatah aurait perdu. Parce que des deux côtés, il y a des corrompus, et la population voulait se débarrasser des gens qui les occupaient ou qui les géraient. Donc ça, tous les sondages étaient concordants dans ce sens-là. Depuis le 7 octobre, même, alors j'ai vu des statistiques intéressantes, on avait vu des images, rappelez-vous, après les images du massacre du 7 octobre, on l'a vu totalement, partiellement sur les écrans occidentaux. Les Palestiniens de Cisjordanie, quand on les questionnait, disaient non, c'est pas vrai. Ces images, d'abord ils ne les voyaient pas, on refusait de les voir, et ils disaient non, ça c'est des montages. Par contre, les Arabes israéliens, j'en ai pas parlé, c'est quand même 1 200 000 à peu près habitants, israéliens qui ont la nationalité israélienne. Eux ont reconnu ces massacres majoritairement, et majoritairement s'opposent complètement au Hamas dans ses projets politiques et idéologiques. Et d'ailleurs, il y a eu des sondages intéressants de leur progression de leur sentiment d'adhésion à la société israélienne, qui a augmenté depuis le 7 octobre, plutôt que diminué, tout en étant contre l'occupation et pour qu'il y ait un État. Donc c'est assez complexe. Alors en Cisjordanie, je pense que le Hamas, malgré tout, a réussi à remettre la question palestinienne au devant de la scène internationale, ce qui n'était pas le cas avant le 7 octobre. On s'était habitué à ce problème, on mettait de côté, on vivait avec. Hein.
Et surtout, a réussi à libérer des prisonniers qui étaient pour certains d'entre eux des dizaines d'années déjà en prison, certains depuis quelques mois, des jeunes, des femmes qui avaient lancé des pierres, etc. Et d'autres qui étaient là pour plusieurs fois des peines de prison à vie pour avoir tué ou mis des bombes dans des restaurants, dans des autobus. Et il a réussi à en libérer un certain nombre. Alors, donc, ça leur donne un certain crédit auprès des populations palestiniennes, évidemment. Voilà. Alors, maintenant, les cellules israéliennes, ça, j'ai pas d'informations particulières, mais quand vous voyez les médias israéliens, on parle de cellules Hamas démantelées. Voilà, ce sont des gens équipés, armés, entraînés. Ils savent très bien, ils parlent hébreu, ils savent très bien comment faire une intervention sur une route, un village, etc. Voilà. Bon. Il y a une question. Oui, on va prendre quelques dernières questions, mais pas beaucoup, parce que j'en ai plein. Vous avez parlé des soldates qui, elles, ont vu le danger. Est-ce à dire qu'au niveau local, régional, international, personne n'a vu arriver le 7 octobre? Alors, au niveau international, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque alerte. Au niveau israélien, il y a de plus en plus d'articles. Vous savez, il y a toutes les guerres israéliennes qui sont passées, parler de la guerre d'octobre ou les guerres au Liban. À l'issue de la guerre, il y a une commission d'enquête qui est mise en place. Une commission d'enquête de l'État. Je ne sais pas comment traduire le mot, pour analyser nos erreurs, les responsabilités, etc. Le 90% de la population israélienne veut mettre en place une commission d'État pour chercher les responsables militaires et politiques du désastre du 7 octobre. Il y avait une conception militaire qui était dominante avant le 7 octobre, à la fois au niveau politique et au niveau militaire, qui pensait que, le Hamas ne constitue pas une menace parce qu'il voulait, c'est contrôler Gaza, on leur donnait des dollars et puis ils faisaient leur business. Ça, c'était la vision politique. On avait mis en place, pour se protéger, une muraille, parce qu'il y a eu des cas, déjà en 2014, des tunnels avaient traversé la frontière pour entrer dans les kibboutz voisins, c'est à quelques centaines de mètres. Et donc on a construit une barrière qui allait assez profondément en sous-sol, donc on ne pouvait pas difficilement passer en dessous, avec des capteurs, des caméras, pour voir tous les mouvements. Et entre la barrière et les premiers villages palestiniens de Gaza, il y avait un no man's land de plusieurs centaines de mètres où les Palestiniens ne pouvaient pas s'approcher. Mais le Hamas a testé pendant des mois, et c'est pour ça toutes ces images, rappelez-vous, il y a quelques mois, ou de 2 ou 3 ans, où on voyait toutes ces foules de Palestiniens approcher la barrière avec des ballons qui lançaient, etc. Tout ça, c'était, je pense, entrer dans ce projet de tester, de repérer exactement où se trouvait la caméra, où se trouvaient les positions, etc., leur a permis d'avoir une idée très précise de la constitution, de la défense israélienne le long de ces frontières. Et non seulement ça, le Hamas et la population gazaoui demandaient à ce que la population palestinienne aille travailler. Les Israéliens, dans un souci, avec la pression internationale aussi, de leur permettre de vivre, de travailler, faisaient travailler beaucoup de Palestiniens de Gaza dans les kibboutz et les villages et les villes israéliennes dans la région. Tout ça, c'est très proche. Donc, on a vu, après le 7 octobre, que les Palestiniens qui rentraient, plusieurs milliers, je parle des miliciens, mais ils ont été suivis par des milliers. La population avait les cartes de chaque endroit. Ils savaient où se trouvait, où habitait les responsables militaires du kibbutz, où se trouvait l'arsenal, s'il y avait quelque part une armurerie. Ils avaient toutes ces informations. Et ils les avaient comment? Parce
parce que depuis des mois et des mois, travaillaient des Palestiniens dans ces kibbutz pour l'agriculture, le bâtiment, etc. Donc tout ça, c'était prévu. Le rôle de ces soldats était d'observer ce qui se passait de l'autre côté. Elles ont fait remonter les informations et n'ont pas été prises en compte. Mais pas seulement ça, il y avait la conception que, au niveau de la défense, les unités militaires en place étaient suffisantes. Ils avaient même dégarni ces unités pour les envoyer à l'époque en Cisjordanie, parce qu'on était là, c'est le mois d'octobre, la période des fêtes juives d'octobre, Kippour, Sukkot, pour ceux qui connaissent la liturgie juive, ce sont des fêtes importantes, et les colons voulaient faire des événements en Cisjordanie, il fallait les protéger, donc ils avaient dégarni la frontière, ils avaient donné beaucoup de congés aux soldats parce que c'était des fêtes. Résultat, et maintenant, évidemment, on en parle constamment. Et alors, pour terminer sur la commission, on vous demande la commission. Jusqu'à présent, le gouvernement a refusé de mettre en place cette commission. Alors, ils ont parlé d'une commission gouvernementale, mais on dit à juste titre, on ne peut pas s'auto-juger. Il faut que ce soit une commission indépendante. Vous êtes responsable, vous ne pouvez pas vous... voilà. Donc, jusqu'à présent, par contre, l'armée mène ses propres enquêtes internes. Tous les responsables importants en place, une partie d'entre eux ont démissionné. Le chef d'état-major, Herzia Lévy, il y a 2-3 semaines, a déclaré qu'il démissionnait. Alors, il faut se dire une chose, c'est que le gouvernement en place, Netanyahou et son nouveau ministre de la Défense, le poussaient à sortir. Parce que leur stratégie à eux, pour se laver de leurs propres responsabilités, c'est de dire, les responsables, c'est l'armée. C'est pas nous les politiques. C'est l'armée qui n'a pas fait son boulot. Donc, chef d'état-major, donc le chef du Front Sud, donc le chef du Mossad, le chef du ceci, le chef de cela. Et ils ne veulent pas donc mettre en place cette commission pour et ça, le public rien refuse. Et ils manifestent contre ça. Et même au sein de la droite, les électeurs de la droite demandent qu'il y ait cette commission qui soit en place. Je pense qu'il y aura une commission, il y en a eu après toutes les guerres, elle viendra, les responsabilités sont trouvées, notamment celle de croire qu'on peut mettre des barrières pour se défendre. Toute barrière aujourd'hui, on peut la contourner, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que ça ne l'arrangeait pas, Netanyahou, ce qui est arrivé? Non. Non, c'était très important. Moi, ce qui m'interpelle suite à ce que vous venez de dire, c'est que d'un côté, vous dites quand même qu'il y a des éléments qui laissent à penser qu'il y a des personnes qui ont ciblé les choses, mais que malgré tout, ça s'est fait quand même. Et que de l'autre côté, ils ont mis en place l'histoire de Beeper qui demandait quand même, là aussi, beaucoup de travail. Ça fait comme un peu désordre. Oui, deux trucs. D'un côté, on a été réactifs, et de l'autre côté, on a mis en place quelque chose qui était pas... on s'y attendait pour l'histoire du Beeper. Si on le savait, ça n'aurait pas marché. Ça montre bien qu'on était plus en point contre le Hezbollah, contre le Hamas. Ça veut dire que c'est deux menaces distinctes. Bon, quand la guerre a déclaré, Israël a dit on est en guerre sur 7 fronts. Hamas, Hezbollah, Cisjordanie, les Houthis, l'Iran, le risque, finalement, on a pas eu des Arabes israéliens il y a eu des fois des révoltes, et j'en oublie un, et la Syrie. Et la Syrie. 7 fronts. Donc, bon, certains fronts ont été actifs, d'autres pas. La Syrie, pas grand-chose, c'était un front calme jusqu'à présent. Les Arabes israéliens n'ont pas tellement bougé, au contraire. Par contre, les 5 autres fronts ont été très actifs. Mais par rapport à la menace sur Hezbollah, que l'on connaissait, on connaissait les tunnels de Hezbollah, on entendait les habitants des kibbutz qui habitent, ou des villages à la frontière libanaise, disaient, et pourtant, pour ceux qui connaissent, c'est la Galilée, c'est montagneux, c'est la terre, c'est pas du sable, c'est des pierres. Donc creuser un tunnel dans la pierre, c'est pas creuser un tunnel dans le sable de Gaza. C'est une autre consigne. C'est beaucoup plus difficile. Ça nécessite des outils qui font du bruit. Et les habitants du Nord disaient à l'armée depuis longtemps, mais j'entends du bruit. J'entends sous ma maison, ou pas loin.
Donc les Israéliens connaissaient l'existence l'armée de ces tunnels qui ne sont pas rentrés jusqu'en Israël, n'arrivaient pas à la frontière, mais pouvaient amener. Quand vous avez un tunnel qui sort à 200 mètres de la frontière, si vous pouvez faire entrer 500 personnes d'un coup, même s'il y a une garnison avec 20-30 soldats à ce point-là, ils sont submergés facilement. Donc pour se prémunir contre ce risque, il y a cette opération des Beeper, entre autres. Il y en a peut-être d'autres qu'on découvrira plus tard quand ça explosera quelque part. Je fais confiance aux services israéliens, ils sont très imaginatifs. Mais par contre, Gaza, il y a eu des tunnels en 2014, on en a trouvé. On a pensé que cette barrière suffisait avec les observatrices, mais ça n'arrangeait pas. Je n'irai pas dire que Netanyahou, je convenais que 1200 de ses citoyens soient assassinés en une journée comme ça. Par contre, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les premiers jours, le 8, le 9, le 10 octobre, l'État n'existait plus. L'armée ne fonctionnait pas. On ne comprenait pas très bien ce qui se passait sur le terrain.